Issa Chiroma n'est pas allé du dos de la cuillère pour annoncer tout simplement sa victoire. Il a d'ailleurs demandé au candidat Paul Biya de lui adresser ses félicitations. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. Monsieur le ministre, chers collègues, est-ce que vous pensez sérieusement que vous avez les résultats de 32 000 bureaux de vote en moins de 24 heures de l'élection? De l'ordre de l'impossibilité mathématique d'avoir les résultats. Et les arguments qui sont brandis par le pouvoir pour estimer que Issa Chiroma n'a pas raison, comme ce fut le cas hier pour Maurice Kamto, c'est de dire comment a-t-il fait pour avoir les résultats de près de 31 000 et plus bureaux de vote en 2 jours, sauf que c'est un argument qui ne résiste pas à la rigueur des mathématiques ou de la statistique. Je vous dis que nous sommes en pleine manipulation. Pourquoi ? Parce que idéologiquement, ils sont du même bord. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça fait plusieurs jours qu'il y a un candidat à la présidentielle camerounaise qui s'est déclaré, qui s'est confirmé, qui s'est autoproclamé vainqueur. Et ça a beaucoup fait réagir. D'ailleurs, ces déclarations ont même entraîné un certain nombre de réactions en chaîne. Nous allons donc écouter le journaliste Jean-Bruno Tagne, assez célèbre au Cameroun, qui globalement essaie d'expliquer sur quelle base est-ce que Issa Chiroma Bakary revendique sa victoire. Le journaliste, on le connaît, il est même déjà devenu un mème à bien des égards. Aujourd'hui, vous savez, Jean-Bruno Tagne, les gens pensent que l'argent fait le bonheur. C'est pas vrai. Non, ça fait. Noubissi, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Où est passé l'argent des gens? Abakal Mahamad, bonjour. Bonjour, monsieur Tagne. On parle de surliquidité des banques et en même temps, les gens ont du mal à accéder au crédit. Alors, qu'est-ce que l'argent fait dans vos coffres forts alors que le peuple en a besoin? Jean-Bruno, l'argent, c'est pas... Non, vous n'avez pas de nous faire ce coup-là. L'argent, ne dites pas aussi que l'argent ne fait pas le bonheur, attention. Vous n'avez pas de nous faire ça, c'est logico. Donc, c'est un journaliste qui fait ses classes et qui a une analyse à nous proposer sur la compréhension du sujet. Après ça, nous allons écouter les arguments d'un ministre du pouvoir en place, Jean de Dieu Momo, qui part sur un tout autre principe et globalement essaie d'expliquer pourquoi est-ce que Issa Chiroma Bakary n'aurait pas dû déclarer sa victoire aussi prématurément. Écoutons l'affaire. Aujourd'hui, c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. J'avoue, la première fois que j'ai regardé la vidéo, je me suis d'abord dit que c'était un deepfake, que c'était une IA, voilà, que ça ne pouvait pas être ça. Étant donné tous les, on va dire ça comment, les barrières qu'il y avait eu sur l'idée de vouloir déclarer sa victoire avant les échéances données. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Leurs gestes honorent notre démocratie et marquent le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables
à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Protégez le peuple et non un pouvoir. À la jeunesse du Cameroun, je dis, l'avenir vous appartient. À nos enseignants, à nos travailleurs, à nos paysans, à nos soldats, à nos journalistes, à notre diaspora, je dis, vous avez tenu bon et vous avez gagné. C'était vraiment une confirmation. Ensemble, nous allons tourner la page. Ensemble, nous allons réconcilier notre nation, refonder nos institutions et ouvrir le chemin d'un avenir juste, digne et fraternel. Dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes par région, tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement, conformément à l'article 113 du Code électoral, dans les bureaux de vote nationaux et dans la diaspora. Ok, on a la substance, on a globalement l'idée qu'il a exprimée. Donc, c'est assez clair. Il a revendiqué la victoire, au point même d'aller jusqu'à remercier tous ceux qui ont contribué à cette victoire-là et appeler les institutions à l'accepter. Globalement, c'est ce que j'ai compris. Écoutons maintenant Jean-Bruno Tagné expliquer sur quelle base Issa Chiroma Bakary revendique la victoire. Au Cameroun, on ignore toujours les résultats de l'élection présidentielle qui avait lieu dimanche. Sans attendre l'annonce officielle prévue le 26 octobre, le candidat de l'opposition Issa Chiroma Bakary revendique en tout cas la victoire, démenti en cela par le camp du président sortant Paul Biya, candidat lui-même à un 8e mandat. Pour essayer d'y voir clair avec nous, le journaliste politique et essayiste camerounais Jean-Bruno Tagné, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui permet, d'après vous aujourd'hui, à Issa Chiroma Bakary de revendiquer cette victoire sans qu'aucune information n'ait filtré à ce que l'on sache? Alors, le ministre Chiroma se base, dit-il, sur un certain nombre de procès-verbaux sortis des urnes qu'il a pu obtenir à la suite de l'élection de dimanche dernier. Et donc, c'est sur la base de ces procès-verbaux en sa possession qu'il a pu annoncer qu'il est vainqueur de cette élection et appeler Paul Biya à le féliciter. Vous imaginez la logistique de fou qu'il faut pour pouvoir mobiliser les informations sur les quoi? C'était plus de 30 000 postes de vote, il me semble. C'est quand même chaud, hein? C'est pour ça que quelque part, ça restait quand même prématuré. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'on observe ce genre de choses au Cameroun. En 2018, Maurice Kamto avait déjà revendiqué sa victoire. En général, c'est une stratégie de la part de l'opposition parce qu'elle ne fait pas confiance aux institutions en charge de conduire le processus électoral. Et il est donc question de prendre le pouvoir de coup pour éviter que des fraudes électorales viennent entacher ce qu'ils considèrent comme leur victoire. Une stratégie en contravention avec la justice. Issa Chiroma Bakary, c'est lui-même ce qu'il en coûte, puisque ministre de la Communication, alors en 2018, c'est lui qui avait signifié à Maurice Kamto, l'opposant d'alors, qu'il était hors la loi et s'exposait à une peine de prison en proclamant déjà sa victoire à l'époque. Oui, tout à fait. Je pense que le ministre Chiroma sait très bien à quoi il s'expose et il faut voir les différentes sorties qu'on a eues jusqu'à présent, celles très très menaçantes et parfois dans un langage fleuri du ministre de l'administration territoriale qui a clairement dit qu'il irait, j'utilise ces mots, pêcher Issa Chiroma. Mais voyez-vous, dans le contexte de fraude électorale, d'élections systématiquement mal organisées, des résultats toujours sujets à caution, il n'est pas possible pour un opposant qui veut faire reconnaître sa victoire de rester dans cette forme de légalité. Parce que voyez-vous, il y a quand même un anachronisme extraordinaire au Cameroun, c'est-à-dire qu'on vote et il faut attendre 15 jours plus tard pour obtenir les
les résultats officiels. Moi-même, j'ai fait comprendre que c'était long, c'était beaucoup trop long. C'est exagérément long. 15 jours, c'est énorme. Parce que là, on parle quand même d'un appareil étatique qui est chargé et a normalement la logistique nécessaire pour pouvoir au moins avoir toutes les informations sur le coup, même si ce n'est pas encore public. Que ça se compile, 24 heures, maximum 48 heures, les informations sortent. Mais 15 jours, qu'on raconte ce que l'on veut. C'est justement parce qu'il y a ce délai de 15 jours-là qui fait en sorte que les populations soient plus au taquet, qui fait en sorte qu'il y ait des tensions qui jaillissent un peu de partout. Les différentes casses, c'est toujours parce qu'il y a cette suspicion-là et cette paranoïa là, de la population de se dire que forcément, ils utilisent les 15 jours-là pour pouvoir mélanger les trucs. Forcément, c'est obligatoire. Ça se crée comme ça, petit à petit, dans la construction des populations. Donc, quelque part, même pour pouvoir éviter les tensions, la logistique de Elekam, donc c'est l'instance chargée de gérer justement les élections présidentielles, devrait faire en sorte de rendre les résultats dans les 24 heures à 48 heures. Je voulais d'abord dire le plus rapidement possible, mais peut-être que le plus rapidement possible, justement, c'est que ça fasse 15 jours. C'est trop long. 15 jours, c'est exagérément long. C'est une attente qui est au moins suspecte et beaucoup d'observateurs estiment que c'est un temps qui est mis à profit par le régime pour essayer de traficoter les résultats. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de témoignages qui nous viennent du terrain et qui font état de ce qu'effectivement, il y a un certain nombre de trafics qui sont faits en ce moment sur les résultats. Donc, on ne peut pas rester dans cette prétendue légalité, sinon ce sera impossible pour un candidat de l'opposition un jour de pouvoir faire reconnaître sa victoire. Parce que c'est ça, le drame du Cameroun. C'est-à-dire, une chose est peut-être de gagner sur le terrain, mais l'autre, c'est de faire reconnaître sa victoire. Mais même sur la base de ça, est-ce que le lendemain, il avait déjà suffisamment d'éléments pour pouvoir présenter sa victoire? En tout cas, comme Issa Chiroma Bakary a dit lui-même, que dans les prochains jours, il va montrer les preuves de sa victoire. Okay? On attend, vraiment, on attend. Peut-être qu'il avait déjà suffisamment de données pour pouvoir faire cette affirmation. Et les arguments qui sont brandis par le pouvoir pour estimer que Issa Chiroma n'a pas raison, comme ce fut le cas hier pour Moïse Kamto, c'est de dire comment a-t-il fait pour avoir les résultats de près de 31 000 et plus bureaux de vote en 2 jours. Sauf que c'est un argument qui ne résiste pas à la rigueur des mathématiques ou de la statistique. Sur la base d'un certain nombre de chiffres, on peut estimer que le candidat qui a eu tel chiffre, c'est un seuil mathématique, ne peut plus être rattrapé. Sur la base des statistiques également, on utilise un échantillon représentatif qui permet de faire une projection sur tout le reste. On ne fait pas autre chose que cela dans les démocraties comme la France, les États-Unis et même dans certains pays africains. On n'a pas eu besoin d'attendre 15 jours pour avoir les résultats d'une élection. Donc c'est une stratégie qui me semble assez suspecte de la part du gouvernement camerounais sous le prétexte de la loi. Ok, je comprends l'idée. C'est que si on analyse les grandes tendances, on peut, grâce aux statistiques et probabilités, comprendre, analyser et prédire les plus petites tendances. Ça se comprend, oui. Il a raison quelque part quand il parle de l'argument mathématique. Sauf qu'il y a un hic. Il y a quand même un point qui me titille un peu l'esprit. Oui, il y a les grandes tendances, c'est vrai. Hein? Mais il doit quand même y avoir à un moment donné la voix de chacun qui compte en tant qu'électeur. Ça veut dire que oui, les grandes tendances peuvent passer une information. Mais ce n'est pas parce que les grandes tendances passent une information qu'on ne compte pas l'intégralité des voix malgré tout. Je ne sais pas si vous comprenez mon propos. C'est-à-dire, autant mieux attendre la compilation des données avant de les analyser intégralement, au lieu de juste analyser les grandes tendances et sur la base de ça, prédire. C'est ça mon point. Parce qu'à la fin de la journée, un pays, ce ne sont pas que des grandes tendances. C'est aussi plein de petites tendances. Et c'est ça qui peut faire défaut à l'argumentation des statistiques brutes. La voix de chacun compte. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus intéressant, et c'est là où je vais insister, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir les données qui pourront être présentées publiquement et de manière incontestable, à ce que même le camp en face ne puisse plus avoir d'arguments pour pouvoir dire non. Parce qu'on a tendance à l'oublier, le camp en face a aussi énormément de logistique. C'est même pas pour rien d'ailleurs qu'il y a de grosses suspicions sur les 15 jours. C'est parce qu'on sait que le parti au pouvoir a la capacité de déployer d'énormes ressources pour un tas de trucs. Donc s'il faut vaincre sur ce territoire, il faudrait des données empiriques qui fassent en sorte que ça ne puisse pas être réfuté par le camp d'en face, justement par le genre d'arguments qu'il vient de citer et auquel moi-même j'ai pensé tout naturellement.
Plus de 30 000 postes de vote, c'est énorme. La logistique pour pouvoir compiler les données de ça, les analyser avant d'en dégager un résultat, c'est nécessaire pour tous ceux qui disent qu'ils veulent jouer au jeu. Tant que vous dites que vous voulez jouer à ce jeu, quelque part, il y a un minimum de règles que vous êtes obligé de respecter. Sinon, vous ne jouez tout simplement pas au jeu. Procède effectivement au récollement et à la somme donc, des procès-verbaux des bureaux de vote qui eux sont rendus publics avant d'attendre, de connaître le résultat officiel qui sera proclamé par le Conseil constitutionnel le 26 octobre. C'est ça la stratégie en tout cas aujourd'hui de Chiroma Bakary. Problème, c'est qu'elle l'expose, on l'a dit, à une sanction judiciaire, possiblement une peine de prison. Que cherche-t-il à obtenir? Un mouvement de la rue? Alors, c'est difficile pour moi d'entrer dans la tête de Issa Chiroma, mais je pense que Issa Chiroma, qui est un vieux routier de la scène politique camerounaise, s'inspire simplement de ce qui s'est passé. Il s'inspire simplement de l'histoire politique du Cameroun. En 1992, John Froundi, alors leader incontesté de l'opposition, avait, aujourd'hui avec un peu de recul, tout le monde semble le reconnaître, avait gagné en 1992, sauf qu'il a eu du mal à faire reconnaître sa victoire et donc qui lui a été finalement retiré par la Cour suprême à l'époque. En 2018, Maurice Kamto jure jusqu'aujourd'hui avoir gagné en 2018 et les institutions n'ont pas reconnu sa victoire. Donc Issa Chiroma n'a pas voulu se retrouver dans la même situation et je suis d'accord avec vous, il prend un risque quand même considérable parce que l'histoire politique également montre que Maurice Kamto, qui avait revendiqué sa victoire en 2018, a fini en prison avec quelques-uns de ses partisans qui, jusqu'aujourd'hui, pour certains, continuent de croupir dans les prisons. Mais je pense que pour le processus électoral au Cameroun, à un moment donné, il est important pour les acteurs politiques d'aller même au prix de la transgression pour pouvoir obtenir quelque chose de significatif dans l'organisation du processus électoral. Et ce processus électoral qui est l'objet d'une lutte qui dure depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui pour essayer d'avoir des élections qui soient transparentes et dont les résultats sont le reflet de la volonté populaire réelle. En gros, quelque part, il fait comprendre qu'il faut trouver un moyen de pouvoir passer en force et contrecarrer tout l'appareillage des institutions actuelles. Ok. Donc là, maintenant, on va écouter les arguments de Jean de Dieu Momo, l'une des têtes du parti au pouvoir actuellement. Je m'adresse ce matin à monsieur le ministre Issa Chiroma, qui s'autoproclame Monsieur le ministre, comme il n'a pas démissionné de ses fonctions, ou bien vainqueur de l'élection présidentielle de 12 octobre 2025. Monsieur le ministre, chers collègues, est-ce que vous pensez sérieusement que vous avez les résultats de 32 000 bureaux de vote en moins de 24 heures de l'élection? Rappelez-vous ce que vous disiez lorsque l'un de nos collègues, M. Kamto, s'était autoproclamé vainqueur. Vous le lui avez rappelé qu'il était humainement impossible, de l'ordre de l'impossibilité mathématique, d'avoir les résultats moins de 24 heures après, n'est-ce pas, une élection. Après. À ce niveau, on va quand même souligner quelques problèmes de Elecam. Parce que oui, pour moi, j'appelle ça des problèmes, étant donné que ce n'est pas optimisé. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de système électronique national. Les résultats ne sont pas centralisés en temps réel, comme dans certains pays comme le Kenya ou alors le Ghana. La collecte des résultats, c'est manuel. C'est donc lent. Je vous expliquais que j'ai plusieurs amis qui sont restés tard le soir compter avec les autres. Donc, le même soir du 12 octobre, là, plusieurs personnes comptaient juste simultanément dans l'étendue du territoire. Et j'ai aussi fait comprendre qu'il y avait beaucoup de faux. Vu que parfois on mettait une image, on disait que c'était pour tel endroit, et la même image, c'était aussi pour un autre endroit. Donc ça, c'est le premier problème avec Election Cameroun. Le deuxième point, ce sont les procès-verbaux qui sont physiques. Chaque représentant de parti politique, donc chaque personne qui se présente à l'élection présidentielle, peut avoir une copie du PV dans son bureau de vote. Mais pour ça, il faudrait collecter 32 000, comme il a dit, plus de 32 000 copies en 24 heures. Les numériser, vérifier leur authenticité et les compiler. Ça demande une équipe logistique colossale. Comme j'ai dit, tout est manuel malheureusement. Ce n'est pas numérique. Donc il n'y a même pas un algo qu'on peut rapidement coder pour pouvoir automatiser ça, non. Donc non seulement ça demande une logistique colossale, ça demande un réseau informatique hyper robuste et une organisation digne, je sais pas, de présidentielle américaine. D'ailleurs, dans beaucoup de zones rurales, vu que ça fait partie des problèmes qu'on a au pays,
Il n'y a pas de réseau. Que ce soit de réseau téléphonique ou même de réseau de transport. Donc, tout est extrêmement lent. Il est donc pratiquement impossible de remonter toutes les données dans la première journée. Mais qui, par contre, pourrait avoir les résultats en 24 heures? C'est Elecam, officiellement. J'insiste sur le côté officiellement. Parce que c'est l'organe qui centralise tous les PV. C'est Elecam qui reçoit donc directement tous les résultats régionaux et dispose de canaux sécurisés pour la transmission prioritaire des chiffres. Ce qui se passe, c'est que les renseignements, comme on a pu le voir, chacun à son niveau, peut avoir des accès anticipés et essayer de remonter les résultats de manière locale de Elecam. Il peut aussi avoir une possibilité d'estimer les préliminaires internes, dont les 24 à 48 heures avant une annonce officielle. Maintenant, on ne peut pas quand même exclure un point, parce que je ne sais pas, je ne suis pas au courant. C'est le fait qu'un candidat extrêmement équipé, avec une excellente logistique et très bien organisé, peut partiellement essayer d'atteindre un certain résultat ou d'avoir un certain nombre d'informations qui déclinent les tendances. Un candidat qui a des moyens technologiques hyper avancés, c'est-à-dire des réseaux de superviseurs équipés de smartphones et de connexions stables, une plateforme centralisée de saisie, des serveurs, etc. Oui, un candidat qui a ça, je ne sais pas si Chiroma là, pourrait techniquement voir une tendance générale en moins de 24 heures ou dans les 24 heures suivant les élections. Mais ce ne sera pas un résultat national complet et fiable. Prenons un cas de figure. Si l'opposition a 10 000 observateurs qui remontent les résultats de 10 000 bureaux, cela ne couvre que 30% du territoire seulement. Et là, on parle de 10 000 observateurs pour 10 000 bureaux. C'est suffisant pour dire on est bien placé, mais pas pour dire on a gagné. Malheureusement, dans ce cas de figure, vu qu'on décide de jouer le jeu, on est coincé. Un candidat de l'opposition ne peut pas matériellement savoir s'il a gagné, ne peut pas être sûr qu'il a gagné dans les 24 heures après les élections au Cameroun. Il aurait pu dire, ça sent bon, on a des grandes tendances, c'est très intéressant. Oui, ça aurait été pertinent. Le truc, c'est que seul un acteur institutionnel avec les accès directs aux remontées d'Elecam et aux services d'État peut disposer d'informations à cette vitesse. Et à partir de là, vous comprenez que toute déclaration de victoire à un moment donné sera symbolique, mais pas technique. Je le dis simplement pour qu'on ait la mesure des choses dans les grandes lignes. Qu'on réalise en fait la logistique qu'il y a derrière. Et pourquoi je pointerai toujours les organes officiels et institutionnels du doigt par rapport à ça. Eux, ils ont la capacité d'avoir les résultats sur 24 à 48 heures. Et c'est suivant cette période-là qu'on devrait normalement avoir des réponses. Pas 15 jours plus tard. C'est trop. 15 jours plus tard, c'est exagéré. Mais bon, on continue. Et vous savez que l'électorat ne se concentre pas dans la ville. La zone rurale est plus grande, plus vaste et contient un électorat pratiquement à plus de 65%, si j'ose dire. Vous ne pouvez pas compiler, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas compiler les résultats de Douala, de Yaoundé, de Garoua, de Maroua et vous pensez que vous avez gagné. Ce n'est pas possible. Je pense que vous vous discréditez en faisant une telle sortie. J'ai vu votre sortie avec votre photo du nouveau président, une photo de président élu. Vous ne pouvez pas, vous inscrivez en marge de la loi. Vous savez que vous ne pouvez pas proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas le faire en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pourquoi vous vous précipitez? Attendez, vous n'êtes pas serein. Mais cela me fait donc dire que vous avez un autre plan. C'est un plan de déstabilisation. Vous avez un plan, celui de tromper les jeunes pour les envoyer dans la rue. Votre véritable plan, c'est ça. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est responsable? Vous-même, vous n'étiez pas prêt. Vous êtes parti à cette présidentielle, non pas pour gagner. Vous êtes parti pour préparer votre élection communale et législative. Vous êtes allé pour préparer les élections de l'année prochaine. C'est chemin faisant, c'est à moins une semaine du vote que les gens du MRC ont basculé dans votre camp. Ce n'est pas votre électorat. Vous avez profité de l'électorat du MRC qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire l'électorat extrémiste qui veut ce changement à la tête de l'État. C'était l'électorat du MRC. Alors dites-moi, comme vous n'étiez pas préparé à moins 6 jours du vote, vous n'avez donc pas pu mettre les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Vous ne les aviez pas. Vous n'avez pas pu trouver 32 000 spectateurs et scrutateurs, représentants dans vos bureaux de vote. Et il vous en fallait 2, c'est-à-dire 32 000 fois 2, 64 000
personnes que vous devriez déployer sur le terrain. Est-ce que vous les avez, M. Chiroma? Est-ce que vous les avez eus? J'ai personnellement voté dans mon bureau de Douala. Vous n'étiez pas représenté. Même à Douala, vous n'étiez pas représenté. Même dans certains bureaux de Douala, vous n'étiez pas représenté. Parce que vous n'étiez pas préparé. Vous n'étiez pas préparé à être véritablement candidat à la présidentielle. Vous n'étiez pas préparé à gagner. Vous n'avez pas préparé donc ni les scrutateurs, ni les observateurs, enfin, ni les représentants dans les bureaux. Vous n'avez rien préparé. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas de mettre le feu dans notre pays. Et vous savez comment vos prédécesseurs ont terminé. C'est-à-dire ceux qui se sont précipités pour annoncer avant, n'est-ce pas, leur victoire, sans attendre. Vous ne pouvez convaincre personne. Vous ne pouvez pas convaincre ni la communauté internationale, ni les Camerounais qui ne sont pas bêtes, qui savent que vous n'avez pas gagné. Enfin, je ne peux pas dire que vous n'avez pas gagné, qui savent que vous n'avez pas encore la possibilité d'avoir les résultats aujourd'hui. C'est de l'ordre de l'impossibilité mathématique, M. Issa Chiroma. Je vous prie de redevenir responsable que vous avez été, avec lequel nous avons travaillé pendant 20 ans à construire. On n'a pas travaillé pendant 20 ans à construire un pays pour que vous veniez le détruire en un seul jour. Je fais intervenir l'analyse d'une autre personne. C'est Franklin Nyamsi, qui partage un point de vue détaché des deux premiers. Vraiment, ça n'a rien à voir avec l'explication de Jean-Bruno Tanier et ça n'a absolument rien à voir avec l'explication de Jean de Dieu Momo. Il a allé sur une toute autre théorie, une toute autre analyse que j'ai trouvé intéressante d'écouter à minima. Les néocolonialistes français sont en train de vouloir ajuster leurs représentants au Cameroun. Ils savent très bien que Issa Chiroma Bakary ne peut pas venir gouverner à Yaoundé. Il ne peut pas. C'est une question de fait, c'est factuel. C'est pour ça qu'il s'est réfugié à Garoua. Parce que s'il était à Yaoundé, il serait déjà en prison au CED, où il serait déjà encerclé dans sa maison, comme le président Kamto du MRC s'est retrouvé encerclé dans sa maison par les hommes de Biya. Il faut que vous compreniez donc maintenant mon explication de ce que vous ne comprenez pas. D'abord, pourquoi Chiroma se comporte-t-il comme cela? Puisque c'est Biya qui lui a permis d'être candidat. Puisque c'est Biya qui lui a donné les moyens d'être candidat. Puisque c'est Biya qui a donné les autorisations. C'est Biya qui a donné les ordres à la police, à la préfectorale, de le laisser. Il se comporte comme cela parce que il a été chargé d'épuiser, épuiser complètement les Camerounais. C'est-à-dire que tous les Camerounais, à l'esprit le plus faible, se mettent à croire qu'il est vraiment l'opposant, il est vraiment le Messie et le sauveur de ce temps. Pour cela, Biya lui a donné carte blanche, d'aller même jusqu'à contester du bout des lèvres. Aujourd'hui, sa victoire. Cette contestation de la victoire que Biya va faire... Point quand même à noter. Point quand même à noter. Je ne sais pas si c'est si c'était des théories qu'il était en train de lancer ou bien si il y a eu un gros cut dans le montage parce que je sais que généralement, il fait des lives assez longs. Là, c'est qu'un extrait de 3 minutes, donc je ne sais pas à quel point il y a eu des cuts. Déjà qu'on voit qu'il y a un changement d'image. Mais tout à l'heure, il a fait comprendre que, voilà, Issa Chiroma Bakary allait se réfugier. Donc, ça veut dire qu'il y a un danger. Là, s'il parle de connivence entre les deux candidats, Issa Chiroma Bakary, techniquement, ne serait pas en mode défense. Vous voyez un peu l'idée? Parce que même si c'est une construction, même s'il doit rentrer, faire tout ça sous forme d'un show, vous saisissez l'idée que soit il a carte blanche, soit il ne l'a pas. On ne peut pas faire dans la demi-mesure. Voilà, donc c'est juste la précision là que je voulais faire. Peut-être que comme d'habitude, il aligne des théories, parce que Franklin Nyamsi a l'habitude d'aligner les théories, théorie 1, 2, 3, 4, 5, et que la personne qui a fait la compilation a juste mélangé les trucs. C'est tout, voilà. Donc pour apprécier quand même, parce que j'ai entendu qu'il y avait un désordre dans l'argumentation. Va faire proclamer par Clément Atangana est un test pour voir dans le pays qui veut sortir pour Chiroma. Parce que Biya se donne 2 semaines pour essayer de broyer tous ceux qui veulent sortir pour Chiroma. En laissant Chiroma proclamer symboliquement qu'il a été élu, Biya se donne 2 semaines, tout le système Biya se donne 2 semaines pour repérer ceux qui veulent leur résister et les écraser. C'est ça le but. Chiroma est un appât pour attirer ceux qui veulent mourir pour un révolutionnaire spontané de 80 ans, qui pendant 25 ans a été ministre du tyran, porte-parole du tyran, et qui a juré ses grands dieux qu'il va accompagner le tyran jusqu'à la dernière minute de sa vie, comme président à vie de la République du Cameroun. C'est un piège qui est tendu aux plus naïfs, aux plus candides des Camerounais. Je tiens à vous faire remarquer qu'il dit qu'il a été élu, et ce n'est qu'à Garoua qu'il y a des incidents. On ne l'a pas laissé à Garoua par hasard. C'est pour
isoler les incidents à Garoua, manipuler les quelques centaines de partisans de Chiroma qui ont cru en lui, les manipuler, les utiliser pour indiquer qu'il y a quand même eu une opposition dans le pays. Et ainsi, ayant isolé, ayant concentré l'espoir des Camerounais sur un individu qui était membre du pouvoir dans la ville de Garoua, une ville éloignée de centaines de kilomètres de la capitale, ayant ainsi distrait les Camerounais, Clément Tangana prépare tranquillement sa dictée, rédigée par Paul Biya, il va la lire dans la capitale. Et entre-temps, ceux qui attendaient un miracle qui viendrait du Nord n'auront plus en réalité que l'occasion de chanter et de déchanter. Et Chiroma, que vous voyez, sortira pour dire, dans l'intérêt de l'équilibre de la République, j'ai écouté la main tendue du chef de l'État, l'appel à la stabilité, etc. Et par conséquent, je décide de participer à tout ce qui peut aider le pays. Je vous dis que nous sommes en pleine... Peut-être c'est trop fort pour imiter les gens. Manipulation. Pourquoi? Parce que idéologiquement, ils sont du même bord. En tout cas, on nous a fait comprendre que pour les présidentielles 2025, Issa Chiroma Bakary n'ira pas au Conseil constitutionnel. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire présidentielle du 12 octobre 2025 dans le pays. Le camp Issa Chiroma, candidat du FNSC à ce rendez-vous électoral, refuse tout recours au Conseil constitutionnel. Invité à l'émission Sacré Matin ce jeudi 16 octobre 2025 sur Radio Balafon, une antenne locale émettant de Douala au Cameroun, M. Emmanuel Sim, vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a souligné que le candidat Chiroma ne saisira pas le Conseil constitutionnel. Pour faire quoi? A questionné Emmanuel Sim. L'avocat a expliqué son scepticisme sur l'impartialité du Conseil constitutionnel. Cette sortie de M. Sim va en droite ligne du Front pour le salut national du Cameroun. C'est ça le FSCN là, dont le candidat Issa Chiroma a annoncé qu'il était le grand vainqueur de cette présidentielle. Selon le camp Chiroma, la bataille est politique. Réagissant sur le sujet, M. Ntimban Bomo explique pourquoi Chiroma n'ira pas au Conseil constitutionnel. Je cite, « Il faut bien expliquer aux Camerounais pourquoi Chiroma n'ira pas au Conseil constitutionnel. La saisine du Conseil vise à faire annuler l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, ce qui n'est pas de l'intérêt de M. Issa Chiroma, dont les tendances mettraient nettement en valeur du scrutin, explique M. Bomo. Et la publication est accompagnée de 2 extraits d'articles de la Constitution. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Pour vous, quels sont les arguments qui tiennent le plus par rapport à la sortie de Issa Chiroma Bakary? Quels sont les arguments qui tiennent le plus? Est-ce que vous adhérez plus à l'approche du journaliste Jean-Bruno Tagnin, celui du ministre Momo Jean de Dieu, ou alors de l'invité surprise Franklin Nyamsi, qui a une approche totalement différente et fait en réalité comprendre que le combat n'est pas là où on le croit? Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve une prochaine fois. Oh,